Alors, nous sommes très heureux de vous accueillir à cette soirée qui est très spéciale pour nous, puisque c'est une soirée que nous avons organisée en fait dans le but de soutenir deux jeunes sportives romandes et qui sont d'ailleurs présentes ici devant vous, donc les deux demoiselles. Et les entrées de cette soirée, donc le prix d'entrée va leur être entièrement reversé pour les soutenir dans leur carrière. L'autre but de cette soirée était en fait de leur permettre de rentrer en contact avec des gens qui sont actifs dans des PME, dans des entreprises de la place et qui ont des rôles soit de cadre, soit dans le domaine du marketing. Donc de pouvoir également faire ce pas, approcher des potentiels sponsors par la suite. Et nous allons essayer de vous convaincre, ou en tout cas nos intervenants vont essayer de vous convaincre que sponsoriser des sportifs individuels, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour une entreprise, une stratégie win-win, à travers la table ronde qui va suivre. Mais je n'en dirai pas plus, car Monsieur Steve Roth, ici présent, va se charger de présenter les intervenants et de mener le débat. Je le remercie d'ailleurs d'avoir accepté notre invitation. Merci également à nos sponsors pour cette soirée, que vous pouvez voir ici. Donc c'est la société D'où l'agence qui nous a aidés pour le côté visuel. La société Label Écriture qui nous sponsorise toujours avec des superbes stylos d'entreprise. Le Savi qui nous héberge ce soir gratuitement dans ses locaux. Et la société William Elliott, cabinet de recrutement spécialisé sur le domaine commercial et marketing. Et je mentionne également les magazines Market, qui sont un sponsor du club de Lausanne, qui vous offre ce soir une promotion spéciale de 4 mois à leur magazine. Si vous n'êtes pas encore inscrit ou membre du club marketing de Lausanne, vous pouvez les contacter, ils seront présents à la sortie et vous avez d'ailleurs des magazines gratuits présents. Voilà, le programme c'est donc la table ronde maintenant qui va durer à peu près 1 heure. Vous pourrez poser vos questions également. Ensuite de quoi, ne vous levez pas tout de suite car il y aura encore une tombola avec des prix que vous pouvez voir ici. Et pour ceux qui n'ont pas encore déposé leur carte de visite dans l'urne qui se trouve... voilà, derrière, eh bien, essayez de le faire discrètement pendant la table ronde car sinon vous ne pourrez malheureusement pas participer à la tombola. Donc voilà, avant de vous rendre à l'apéritif, attendez encore la fin de la tombola. Et après, il y aura un apéritif dînatoire qui se déroulera juste derrière, où vous pourrez encore voir les stands, notamment des deux sportives, et rentrer en contact avec elles. Donc voilà, sans plus tarder, je cède la parole à Steve Roth. Bonne conférence, merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous m'entendez, on m'a confié un micro. Voilà, ça devrait agir comme ça. Je vous souhaite d'ores et déjà une bonne soirée. Ça ira mieux comme ça. Voilà. J'espère que vous trouverez ici ce que vous êtes venu chercher. Et si par hasard vous êtes venu un petit peu de manière aléatoire avec la volonté de découvrir quelque chose, eh bien j'espère que le programme qui vous est contacté et surtout la présence de nos invités et intervenants saura vous satisfaire. J'aimerais donner l'occasion tout d'abord, avant d'entrer, je dirais, dans le vif du sujet et vraiment peut-être lancer les débats, j'aimerais donner l'occasion à Léa Sprunger et Erika Riedel, qui sont nos deux sportives invitées ce soir, de se présenter. Alors, Léa, qui, elle, vous la voyez là avec son dossard qu'elle portait fièrement lors des Jeux Olympiques l'an dernier, qui a donc participé à ces Jeux Olympiques à Londres, qui fait du 200 mètres, qui est également membre du relais suisse, qui a beaucoup fait parler de lui et à Londres, mais aussi lors de la dernière édition d'Athletissima, j'imagine que vous avez suivi ça, qui s'est fixé 3 objectifs cette année. Ce sont les universiades ou les Jeux universitaires qui auront lieu à Kazan en juillet. En août, figure à son programme l'un des principaux objectifs de cette année. Ce sont les championnats du monde à Moscou et puis les Jeux de la francophonie qui auront lieu à Nice en septembre. Donc un programme très chargé, mais j'aimerais peut-être que tu nous dises d'abord un petit peu d'où tu viens et peut-être le parcours qui t'a amené jusqu'ici, comme ça tout le monde apprend un petit peu à mieux te connaître et puis on fera pareil avec Erika par la suite. Alors bonsoir à tous, je viens de Gingin, c'est un petit village au-dessus de Nyon. Donc j'ai commencé l'athlétisme à l'âge de 10 ans justement au club du Covagnon. Et puis avec mon entraîneur d'enfance, en fait, j'ai
J'ai pratiqué toutes les disciplines. Donc, pendant longtemps, j'ai fait de l'heptathlon. C'est cette discipline, c'est l'équivalent du décathlon pour les hommes. Et puis, à peu près à l'âge de 18 ans, j'ai changé d'entraîneur. Je me suis orientée un peu vers Laurent Meudy, qui est justement aussi à la table ronde ici. Et puis, toujours en faisant de l'heptathlon, j'ai fait vraiment toute ma carrière junior, jeunesse dans cette discipline. Et puis, en 2012, j'ai pris la décision de me spécialiser aux 200 mètres. Aussi, c'était une décision très difficile à prendre, mais je voulais absolument participer aux Jeux Olympiques et je voyais qu'en heptathlon, les chances étaient un peu plus difficiles. Donc, j'ai pris le pari de me lancer sur le 200 mètres et puis, par chance, ça a payé. Merci beaucoup. Erika Riedel, qui est arrivée un petit peu au Skeleton, je dirais sur le tard, qui rêve maintenant de participer et de prendre part à des épreuves de Coupe du Monde. On espère, ou en tout cas on lui tient les pouces pour que ce soit le cas dès la saison prochaine. Et surtout, j'ai envie que nous expliquer un petit peu le parcours de vie, parce qu'il y a des origines transalpines, autrichiennes, et aujourd'hui on vous retrouve à Lausanne. Alors expliquez-nous peut-être un petit peu pourquoi et qu'est-ce qui vous amène dans ce parcours assez particulier. Bonsoir à tous. Tout d'abord, je m'excuse pour mon français parce que, comme il a dit, je suis d'origine italienne et avec un allemand langue maternelle, mais je travaille aussi en anglais, alors français c'est la quatrième langue, c'est pas... Mais je vais changer, si je ne peux pas expliquer, je vais changer sur l'anglais. Je ne sais pas si tous connaissent le sport du skeleton ici. Vous avez... Non. Ça, c'est normalement le cas dans la Suisse romande, je dirais. Je suis dans la salle de muscles et ils demandent « Mais tu fais un sport ?» Je dis « Oui. »« Mais vous faites quoi ?»« Skeleton. »« Skeleton? Quoi? Escalade ?» Je dis « Non. » Ok. Vous connaissez les bobsleighs? Luge. On prend tête en avant. C'est le skeleton, plus ou moins. Oui, j'ai joué au foot pour 10 ans. Et après, j'ai essayé aussi les skis de fond pour 2 ans. Et j'ai travaillé pendant les universités à Innsbruck. Et je pouvais essayer les skeletons depuis le départ d'âme. On n'essaye pas depuis le départ. Et je dis, c'est cool. C'est comme le bungee jumping. Tu le fais une fois, mais après, tu oublies. OK, j'ai travaillé. Et donc, j'étais à Pékin pour les Jeux Olympiques en 2008 avec le travail. Et j'ai connu quelqu'un qui travaille dans les sports d'escalade et qui a travaillé pour la Fédération américaine en fait. Et on a parlé dans le dîner, la soirée, sport, la vie, tout ça. Je dis ah oui, skeleton bobsled. J'ai essayé une fois, mais j'aimais beaucoup. Je dois faire de nouveau parce que j'aime beaucoup. Elle m'a dit mais écoute, il y a des écoles pour faire du skeleton. Alors je dis, OK, j'ai pris la décision là-bas d'essayer à faire une école de skeleton. Je fais ça une semaine vraiment peur toute la semaine parce que tu fais 120, 130 km par heure et tu comprends rien. Tu dis, je dois faire ça dans la cour. Ah merde, c'est déjà passé. Mais oui, après une semaine, j'ai vraiment aimé et j'ai trouvé un nouveau sport. C'est ça. Et puis ce qu'il faut aussi dire et savoir, c'est les activités qui sont les vôtres à Lausanne, notamment pour le compte de la Fédération équestre internationale, parce que le skeleton, malheureusement peut-être, mais il faut le dire aussi, difficile d'en vivre. Hein. Ouais, pour moi c'est un hobby qui c'est très cher parce que je travaille toute l'année pour faire du skeleton en hiver. Et en fait, je travaille dans les sports internationaux. Je suis juriste pour la Fédération d'équestre. Et voilà. Très bien.
J'ai envie que vous nous donniez peut-être quelques chiffres, comme ça on entrera de plein pied dans le débat qui nous intéresse ce soir. Pour vous, Léa, une saison, qu'est-ce que ça coûte en termes de budget? Quelle est actuellement votre structure? Est-ce que vous avez des partenaires? Est-ce que c'est des soutiens qui vous proviennent de la fédération? Est-ce que c'est plutôt de l'ordre du privé? Comment est-ce que ça fonctionne? Ça évolue un peu d'année en année. C'est clair qu'au tout début, on a commencé avec les sponsors, la famille et tout ça. Après, c'est les sponsors comme l'Aide sportive suisse, qui est aussi un sponsor important. Après, au fil des années, on devient trop vieux, donc on n'est plus soutenu par eux. Mais il y a d'autres associations qui remplissent, où on rentre dans leurs critères et puis qui nous soutiennent gentiment. Mon budget, ça dépend un peu des saisons. Ça dépend de mes camps d'entraînement, où est-ce que je pars, des compétitions internationales, combien de fois je suis par année à l'étranger ou pas, mais ça se chiffre à peu près à 100 000 francs par année. Et puis des aides, j'en ai énormément de la fédération, c'est un de mes sponsors principaux qui m'aide beaucoup justement quand je suis à l'étranger, dans mes déplacements ou comme ça. Par eux, j'ai aussi un sponsor voiture, donc je peux avoir une Mercedes. Et puis ensuite, il y a justement le Fonds du sport vaudois qui m'aide, il y a Suisse Olympique qui m'aide beaucoup, puis après il y a quelques sponsors privés, comme par exemple La Belle Écriture qui me soutient aussi depuis cette année. Et puis c'est un peu du sponsoring comme ça. Le fait d'avoir été à Londres, par exemple, et d'avoir acquis le statut d'Olympien, ça aide en termes de recherche de sponsors, de partenariats. Vous avez senti, oui. Vous aviez passé franchi un cap peut-être? Oui, c'est sûr. Voilà, maintenant on a l'étiquette de l'athlète qui a été aux Jeux Olympiques. Donc au niveau de la notoriété aussi, elle est un peu plus grande. Les gens nous reconnaissent un peu plus. Donc c'est clair qu'on a un peu plus de pouvoir et un peu plus de crédibilité quand on s'adresse à des sponsors. Erika, votre budget pour participer à une saison de Skeleton? Je pense que c'est un peu différent de Léa parce que notre fédération, ils n'ont pas beaucoup d'argent et ils mettent tout dans le pop, plus ou moins. Alors, on a juste le soutien d'avoir un coach pour la glace, pour l'hiver. Et ils se payent les frais pour les compétitions, mais pour le reste, c'est tout self-financing à la fin. Alors, comment vous faites? Je travaille. Jusqu'à maintenant, c'était plus ou moins toutes les finances qui j'ai travaillé, mais j'ai aussi deux partenaires maintenant privés. Oui, mais je pense le but, c'est vraiment d'avoir plus de partenaires et de créer un environnement plus professionnel parce que maintenant, c'est 100 personnes travaillent en été et après, à côté, tu t'entraînes et en hiver, tu travailles un peu et tu essayes de faire toutes les compétitions, mais ça marche. Mais on peut faire mieux, je pense. Prix approximatif d'une saison? Pour donner un ordre d'idée par rapport à ce qu'on entendait tout à l'heure? Oui, je fais un budget pour l'année prochaine et avec tous les vols et tout ça, je pense 65 000 balles. Voilà. Sergei Ashwanden, qui est également parmi nous ce soir. Tes yeux brillent toujours quand on entend Pékin 2008 ou c'est déjà passé? Non, ça reste quand même. Actuellement, mes yeux brillent parce que je passe plus de temps devant l'ordinateur qu'à penser à mes souvenirs sportifs. Mais bien entendu, je crois que tout sportif qui a eu la chance de participer déjà à des Jeux Olympiques, qui à un moment dans sa carrière a été un rêve, et s'il arrive à l'assouvir, je crois qu'il peut que avoir les yeux qui brillent. Si après on a la chance de pouvoir encore atteindre ces objectifs sportifs qui étaient les miens dans le but d'avoir une médaille, avec, on va dire, l'histoire des Jeux que j'avais derrière, c'est sûr que mes yeux brillent toujours. C'est sûr que même des fois, j'ai encore un petit peu de la peine à forcément toujours me rendre compte comment j'y suis arrivé, parce que c'est vrai qu'avec le temps, on se rend aussi compte du travail qu'il faut faire, du travail que ça demande pour pouvoir arriver à atteindre ce niveau. Donc oui, j'y pense toujours un peu, oui. Le judo, en termes de partenaires, on t'a souvent entendu dire durant ta carrière que c'était la galère, que ce n'était pas évident, qu'il fallait faire beaucoup de sacrifices.
avec le recul que tu as aujourd'hui, c'est vraiment difficile ce statut de sportif professionnel, en particulier dans un sport comme le judo en Suisse? Alors, au niveau purement sportif, c'est pas forcément la galère parce que c'est quand même moi qui ai décidé de faire ça. J'aimais profondément mon sport, j'aimais profondément ce que je faisais. Maintenant, c'est vrai et on l'entend avec les deux sportives, c'est vrai qu'il faut galérer pour pouvoir joindre les deux bouts. Il faut avoir un extrêmement bon entourage de façon à ce que vous soyez aussi stable, parce que c'est vrai qu'il n'est pas toujours évident de réussir à percer. Je crois que si on prend le cas de Léa, on voit que c'est surtout les parents au début qui la soutiennent. Et c'était aussi mon cas, je crois que c'est le cas de tous les sportifs, quelque sport que vous fassiez. Et je crois que ça, c'est une base qui est extrêmement importante. Maintenant, moi, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui s'occupait de moi, qui s'occupait de chercher les fonds. On a déjà beaucoup parlé du mot sponsoring. Pour moi, c'est plus du mécénat que du sponsoring. Parce que c'est vrai qu'avec la notoriété qu'on a, qui à mon avis est très petite, voire très relative, on ne peut pas forcément parler de sponsoring parce qu'il y a peu de retours pour une entreprise nationale. Maintenant, c'est vrai que si on parle d'entreprise régionale ou locale, là, ça peut peut-être être différent pour parler de partenariat. Laurent Meuvely, on l'a entendu tout à l'heure, vous êtes entraîneur d'athlétisme, mais aussi organisateur de manifestations, notamment. Je sais que les activités sont diverses et variées. Vous me disiez, quand on a préparé cette soirée, qu'en fait, il y avait eu toute une évolution en termes des soutiens aux athlètes. Est-ce que vous pouvez un petit peu m'expliquer cette idée d'évolution par rapport aux périodes passées, j'imagine? Bon, effectivement, je pense que la base, le départ, la base de la pyramide, c'est la famille. Une fois, quand l'athlète est jeune ou quand il n'a encore pas une grande médiatisation, qu'il n'a pas eu des résultats de premier plan au niveau national et international, ses premières ressources financières. Moi, j'ai toujours tendance de dire aux sportifs, plus longtemps vous allez vivre à la maison et plus longtemps vous allez étudier, mieux c'est pour votre sport. Parce que c'est les meilleures conditions, à mon avis, pour pouvoir s'entraîner et mettre le sport au centre de ses préoccupations. Par la suite, je pense que Gilles l'expliquera mieux que moi tout à l'heure, les soutiens comme ceux des fédérations de Suisse olympique à travers l'aide sportive sont les soutiens qui sont importants ensuite quand l'athlète commence à avoir un certain niveau, aussi chez les jeunes déjà. Et ensuite, là, c'est la période critique, c'est que ce sportif qui a été soutenu pendant sa jeunesse, beaucoup par le soutien public, il faut qu'il se fasse un nom, qu'il arrive à être présent dans les médias, qu'il ait aussi des fois quelque chose à raconter, pas seulement des performances à faire sur la piste, pour pouvoir être intéressant pour des partenaires privés. Et je pense que là, il y a une phase de transition pendant laquelle le sportif il a toujours besoin du soutien public. Après, ça dépend des sports. Sergueï a mentionné le judo. C'est clair qu'il y a d'autres sports où, quand on atteint un niveau international, on peut en vivre, de par les primes de victoire, de par les contrats de partenariat qu'on signe. Et l'aboutissement, c'est de pouvoir être un sportif très reconnu dans un sport très médiatisé, où là, finalement, le sportif, on voit, il est presque à l'autre extrême. C'est lui qui crée des fondations pour soutenir soit d'autres sportifs, soit des causes louables. Et voilà, c'est un peu ça le parcours pour celui qui a la chance d'arriver tout en haut dans un sport qui lui permet d'en vivre. Mais il est parfois semé d'embûches. Il y a des histoires aussi particulières comme celle d'Erika, je pense, qui n'est pas un profil de sportif traditionnel. Et il faut aussi avoir la chance parfois de tomber dans le bon sport et de rencontrer les bonnes personnes. Est-ce que vous avez l'impression, pour un jeune athlète, restons dans le sport qui est le vôtre, que c'est plus difficile en Suisse de parvenir à boucler son budget plutôt qu'ailleurs? Bon, la difficulté de la Suisse, c'est surtout la reconnaissance d'être un sportif. Je pense que Sergueï l'a vécu à maintes reprises pendant sa carrière, et il le dit aussi, la notoriété, c'est un terme très relatif, aussi parce que quand on demande à quelqu'un qu'est-ce que tu fais dans la vie, et qu'il dit je suis sportif, à côté je travaille peut-être à 30% ou je fais des études, il passe déjà pour un extraterrestre. Et ça, c'est la plus grande difficulté qu'on a, à mon avis, c'est le manque de reconnaissance du statut de sportif.
Je pense qu'on peut même aller plus loin. Dans la plupart des sports, c'est la même chose pour les entraîneurs. La Suisse olympique, c'est souvent un débat sur ce sujet, c'est de dire le statut d'entraîneur. En théorie, il y a des formations qui font qu'on a une reconnaissance fédérale, un brevet fédéral d'entraîneur qui est mis sur pied par Suisse olympique, mais finalement, quand un entraîneur, à part s'il est de football ou de hockey sur glace, il dit qu'il est entraîneur, je sais pas moi, de triathlon, il passe aussi pour un extraterrestre. On lui demande oui, mais avec ça, à part ça, tu fais quoi? Voilà un peu la problématique pour la Suisse. Après, c'est comme pour tout, quand on s'appelle André Bucher, Werner Günther, et qu'on arrive à être champion du monde, à gagner des Diamond League, la situation change. Mais si on regarde les 15 dernières années de l'athlétisme suisse, des personnages comme ceux que j'ai cités, on n'en a pas connu un par année. Gilles Jacquet, ancien champion du monde de snowboard. Vous êtes maintenant responsable du pôle roman de l'aide sportive suisse. Alors justement, que fait l'aide sportive suisse pour permettre aux athlètes de peut-être joindre les deux bouts, en tout cas de vivre leur passion? Donc, on est une fondation indépendante créée il y a 40 ans et puis qui a été créée suite au déboire des Jeux Olympiques de Innsbruck où les sportifs suisses ont fait 0 médaille, ce qui était un exploit qui n'avait encore jamais été vu auparavant. Donc, suite à ça, a été créée la fondation. Et puis, elle a été créée quand même en partenariat avec Suisse Olympique. Donc, on se base sur les critères de Suisse Olympique. Et puis, on travaille en commun avec Suisse Olympique. C'est pour ça que des fois, il y a des confusions, comme l'a peut-être dit avant Léa, où elle dit que maintenant, l'aide sportive ne le soutient pas. Elle reçoit du soutien de Suisse Olympique, mais c'est au travers de l'aide sportive. Donc, je fais la petite correction. Donc, on aide les sportifs par le programme parrainage. Quand ils sont dans les années jusqu'à junior, donc ça c'est la possibilité de n'importe qui, d'un privé, de pouvoir choisir un athlète. On vient du canton de Vaud, on aime bien le canton de Vaud. On veut un sportif qui fait du triathlon, on met Vaud triathlon sur notre site et puis on tombe sur le meilleur athlète du moment et puis on peut l'aider directement. Donc ça, c'est un outil qui est très apprécié et puis je crois qu'il est juste en Romandie parce que les gens aiment bien savoir où vont leur argent. Ensuite, on a les différentes possibilités d'aider les sportifs en fonction de leurs résultats sportifs. Dès qu'ils font des résultats au championnat du monde junior, donc on est obligé quand même d'avoir des résultats pour pouvoir utiliser certains critères. Et puis, une fois qu'ils ont fait des bons résultats, eh bien, ils sont classifiés en plus en fonction des catégories de sport. Et un athlète reçoit une carte de Suisse olympique bronze. À ce moment-là, il reçoit 7 000 francs de l'aide sportive, plus 2 000 francs d'un sponsor privé qu'il doit trouver. Et puis, une fois qu'ils ont des bons résultats au niveau international, donc élite, ils reçoivent 12 000 francs avec les cartes d'argent et puis d'or. Donc là, on parle de résultats comme des top 8 au niveau mondial. Donc aussi potentiel diplôme olympique. Donc c'est clair, on se base sur les critères de Suisse olympique. On aide 50 disciplines. Et c'est pas seulement les sports olympiques, mais c'est les fédérations qui sont affiliées à Suisse olympique. Et puis ça représente 500 athlètes par année et puis 2,5 millions qui sont versés, qui sont des fonds qui viennent donc de façon privée. Il y a la loterie aussi, mais disons le reste c'est des fonds privés, donc des membres qui cotisent 50 francs, et puis des entreprises qui font des partenariats avec nous ou bien par d'autres moyens de générer de l'argent, que ce soit matériel à disposition avec lequel on arrive à générer de l'argent, services et autres. Un partenariat entreprise-athlète, le choix d'un athlète par une entreprise, ça peut se monter à quoi? On parle de milliers de francs, on parle de dizaines de milliers de francs ou... Alors une entreprise, d'habitude, il y a des donations qui se font il y a des entreprises qui nous mettent 200, 500 francs comme ça, mais c'est clair que pour commencer à avoir des contre-prestations, on parle de 6 000 francs par année, et puis un potentiel, disons, sponsor argent ou or, s'il y en a un dans la salle, ça m'étonnerait, mais c'est 160 000 francs par année, voilà, pour aider l'aide sportive. Donc là, on aide tous les sportifs suisses, les jeunes talents et les sportifs d'élite qui sont dans le besoin. Donc c'est surtout ça qui est aussi intéressant. On ne va pas aider un Didier Desfago qui s'auto-finance et qui nous soutient, ni un Roger Federer. Roger Federer a 35 parrainages chez nous, donc au travers de la fondation, comme le soulignait avant Laurent.
Donc on est vraiment dans le secteur des jeunes qui ont besoin de l'argent, mais si Léa, je l'espère, va continuer une longue carrière, on va continuer de le soutenir lors de ces Jeux Olympiques et des prochains, en espérant qu'elle nous fasse une médaille et qu'elle s'autofinance le plus vite possible. Un titre de champion du monde de snowboard, c'est une carte de visite, c'est un début pour un démarchage? C'est un début, mais c'est clair que le snowboard, bon, j'ai eu de la chance, c'était les belles années du snowboard, donc c'est clair que dans le milieu du snowboard, c'était une belle carte de visite pour démarcher les entreprises type, si on veut, qui ont une affinité avec les sports d'hiver. Les Jeux Olympiques, ça parle à toutes les grand-mères, à tout le monde, donc c'est une dimension qui est totalement différente, et c'est là que ça devient aussi un peu plus intéressant pour une entreprise. J'aimerais revenir peut-être à nos deux athlètes. Dans la situation actuelle, de quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce que vous recherchez en termes de partenariat? Qu'est-ce que vous pouvez proposer aussi aux entreprises? Comment ça se passe? On est toujours en train de chercher des nouveaux partenaires pour pouvoir vivre de façon de plus en plus professionnelle de notre sport. Et puis, qu'est-ce qu'on peut leur offrir? Je pense qu'on peut leur offrir beaucoup de choses. Donc, déjà, le statut de sportif international, sportif d'élite, on vit des expériences quand même assez incroyables, à courir devant 80 000 personnes, savoir gérer justement le stress qui va avec. Justement, moi, j'ai dû l'année passée prendre une décision assez importante en changeant de discipline. Donc, c'est aussi une expérience de vie. Donc, je pense que dans les entreprises, c'est exactement la même chose. L'employé doit aussi être aussi face tout le temps à des décisions à prendre, doit gérer le stress pour rendre des résultats à la fin du mois. Et puis, c'est des liens qui peuvent être faits entre le sport et puis la vie en entreprise. Est-ce qu'il y a un agent qui s'occupe de ça? Comment ça se passe concrètement quand on est dans votre situation? Ou alors c'est vous qui allez, entre guillemets, avec un dossier de présentation Non, quand j'étais plus jeune, c'était mon papa qui essayait un peu de faire ça, mais c'est pas du tout son métier. Donc, je dis pas qu'il était pas bon, mais il n'était pas... Voilà. Et puis, du coup, maintenant, moi, j'ai décidé de ne pas m'en occuper. Enfin, je veux me consacrer vraiment à 100% à mon sport. Donc, j'ai délégué ça à une société qui s'appelle Playmaker, dont Sébastien et Laurent Muvely sont les patrons. Mm-hmm. Et vous avez un contrôle sur comment ça se passe en fait? Ils vous proposent différents partenaires, vous pouvez refuser, vous pouvez accepter, Bon, on n'en a pas 1000 de partenaires, donc le choix... Quand même. Je n'ai pas non plus l'embarras du choix, donc j'ai un contrôle... oui, parce que déjà, je suis employée aussi à 30% de leur entreprise, donc je vois un peu ce qui se passe. Et puis Laurent étant mon entraîneur, on en discute, mais j'ai une confiance aveugle en eux, donc ils font un peu ce qu'ils veulent. Erika, comment ça se passe là? Comment se passe la recherche de partenaires? Oui, ça va. Non, mais je pense il y a personne qui connaît Skeleton et peut-être il y a encore moi qui connais Erika Riedler à la fin. Et je pense que je peux proposer une autre chose qui est juste d'être dans la télévision ou dans les championnats du monde. En fait, on essaye de faire les sorties dans une piste avec, par exemple, avec les Swiss Marketing Club de Lausanne. On a essayé d'organiser quelque chose pour La Plaine en octobre, je pense. Et comme ça, les membres ils peuvent essayer les skeletons ou les bobs. C'est plus d'avoir une expérience qui est juste regarder la télé et voir l'athlète dans la télé à la fin. Et vous démarchez toute seule ou bien vous êtes entourée dans ce... Plus ou moins toute seule. J'ai quelques personnes qui essaient de m'aider, mais à la fin, je prends mes décisions. Je m'adresse à vous, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je veux dire, voilà, la soirée est placée sous le ton de la convivialité. Ne manquez pas de poser les questions si vous le souhaitez. Je ne sais pas s'il y en a déjà maintenant, sinon on continue. Puis,
Voilà, n'hésitez pas à intervenir. Oui, bien sûr. Une question sur ce que ça veut dire fin de l'analyse, sur le fait que le sponsoring c'est du mécénat. C'est peut-être pas tellement ce qu'on a envie d'entendre ici, parce que justement, nous, on est là pour ça du win-win. Donc, qu'est-ce que ça peut amener à une PME? Moi, je suis aussi dans une PME, on est 150 personnes, on est assez présents sur 100 ans. Qu'est-ce que ça peut nous amener de sponsoriser des jeunes sportifs comme vous les filles? Mais même si c'est un mécénat, je pense que c'est du win-win. Léa a introduit un petit peu la thématique en disant qu'un sportif de haut niveau, il sait gérer le stress. Un sportif de haut niveau, il sait faire face aux défaites. Un sportif de haut niveau, il sait bien planifier sa propre carrière. Un sportif de haut niveau, c'est s'autogérer. Ce sont des qualités qu'un entrepreneur, qu'un employé d'entreprise a aussi besoin d'avoir. Et je crois que, effectivement, si on a une PME régionale ou locale, alors peut-être que je me trompe, mais je ne sais pas ce que ça peut lui apporter si Léa est en Russie devant 80 000 personnes. Je pense qu'elle peut plus vous apporter si elle vient faire des conférences dans une entreprise en parlant de ses différentes qualités ou ses différentes valeurs qu'elle a aussi développées durant ces années en faisant du sport de haut niveau, plus qu'une visibilité pure dans des sports, à mon avis, qui ne sont pas forcément au niveau médiatique sur du très haut niveau. Parce qu'après, c'est vrai que si on a une présence médiatique relativement élevée, automatiquement, et c'est mon avis personnel, on va plus attirer de grandes entreprises qui ne seront pas plus forcément à un niveau local. Donc c'est du mécénat, mais c'est du win-win, parce que je pense qu'à ce niveau-là, l'entreprise peut aussi profiter plus de la personnalité, des qualités de l'athlète, que de purement son image ou de sa notoriété. Mais c'est vrai qu'on a besoin de résultats pour avoir une forme de crédibilité, parce que c'est vrai qu'il est difficile d'être devant des gens à leur dire qu'il faudrait faire les choses comme ci et comme ça. On a toujours perdu. C'est une des questions fondamentales qu'on m'a toujours posées. Qu'est-ce qui a changé, sérieux, depuis que tu as fait ta médaille aux Jeux? J'ai eu la chance de pouvoir faire quelques conférences devant de grands managers et je leur ai dit la seule chose qui a changé dans ma vie, c'est que maintenant, quand je vous dis quelque chose par rapport à la gestion du stress, vous me croyez, puis qu'avant, vous ne me croyez pas. Parce que j'ai une forme de crédibilité. Et je crois que c'est ça qui est important. J'avais encore juste envie de rajouter, je crois que ce qui est vraiment important qu'on remarque en tant que sportif, mais je le remarque aussi au travers des parrainages, c'est cette affinité qui se crée avec l'entreprise. Ce lien, quand quelqu'un met de l'argent sur un athlète, c'est au début d'une carrière, et on suit l'athlète, on suit les voyages, ça fait rêver l'entreprise. L'athlète redonne quelque chose aussi en retour. Il y a un échange qui se crée, il y a beaucoup d'amitié. Souvent, ces parrainages sont des fois très difficiles à arrêter parce qu'il y a un lien qui est là, qui est présent. Et puis, je crois qu'il y a toute une éducation qui va avec, c'est-à-dire que ça a fait rêver plein de monde, c'est communicatif, l'émotion dans le sport est très communicative, donc il y a tout le monde qui va en parler. Ah, et puis alors on a aidé un petit peu Léa, maintenant elle est championne olympique, mais on était au début, on a mis la première pierre, on a cru en elle, puis ça a dynamisé toute l'entreprise, tout le monde en a cru, tout le monde a eu l'impression qu'ils ont fait un petit quelque chose. Et c'est juste, ils y ont participé. Mais je crois que c'est surtout pouvoir un peu rêver, pouvoir un peu participer à une vie d'une sportive ou d'un sportif qui est vraiment quelque chose d'unique quand même. Bon, moi je suis pas tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Moi je pense que le problème qu'a eu Sergueï, c'est que pour arriver à faire cette médaille, il a dû se focaliser sur son sport, sur son entraînement quotidien, même plusieurs fois par jour, pendant des années. Et puis c'est une fois qu'il a eu des résultats que peut-être là ça a commencé à porter ses fruits, parce qu'il y avait une structure d'entraînement qui était très performante, qui l'a permis de faire les excellents résultats qu'il a fait. Mais on néglige beaucoup ce qui est à côté de l'entraînement. Pour moi, dans mon rôle cette fois d'entraîneur, c'est important que le sportif se concentre sur ce qu'il a à faire, en l'occurrence dans l'athlétisme sur la piste, et puis qu'il y ait des gens dont c'est aussi l'expertise qui s'occupent de ce qui est à côté de la piste. Et là, je crois, sauf erreur, vous êtes dans les ressources humaines, c'est juste, avec votre entreprise. Pour donner un exemple, le relais 4x100 mètres féminin, qui était 13e aux Jeux Olympiques, est soutenu par la société Humanis à Zurich, qui recrute des top managers, et puis qui a essayé de créer une histoire sur 3 ans autour du relais féminin, en faisant des colloques, en invitant leurs clients
au Weltklasse Zurich pour voir courir le relais féminin cette année en août. Après le relais, les clients étaient invités pour un apéritif. Les filles étaient là, elles ont parlé de leur expérience dans les différents championnats auxquels elles ont participé, comment se crée un projet, les liens entre des athlètes. Parce que quand on n'est pas les meilleurs sur le papier, mais qu'on arrive à faire les résultats qu'elles ont fait, c'est qu'il y a aussi d'autres choses qui comptent. Et moi, je pense que les opportunités, elles sont là, mais le grand problème, encore une fois, de la Suisse, c'est que c'est quand on a commencé à faire des résultats qu'on a un encadrement qui peut-être se crée autour de nous pour pouvoir faire fructifier tous les efforts et la sueur qu'on a au quotidien. Moi, je pense que ça, c'est un exemple concret de quelque chose qui est possible pour une entreprise. L'associer à des manifestations auxquelles le sportif participe, faire des invitations pour les clients. Je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer que ça porte beaucoup ses fruits. En tout cas, les feedbacks qu'on a reçus pour les différentes expériences qu'on a eues, ils étaient vraiment très, très positifs. C'est clair que courir en Russie devant 80 000 personnes, c'est moyennement intéressant. Par contre, si on court en Russie devant 80 000 personnes, ça veut aussi dire qu'on est en photo dans tous les journaux suisses. Et puis que quelque part, une fois, il doit y avoir le logo de l'entreprise qui va apparaître sur une photo, que l'athlète va avoir des interviews, qu'on va lui demander comment est-ce qu'il est soutenu, etc. Et je pense que là, encore une fois, c'est parfois un déficit dans l'organisation et dans l'encadrement du sportif, mais qui a beaucoup de potentiel à exploiter dans ce domaine-là. Oui, allez-y. Pour appuyer Laurent, pas mal de personnes qui savent que je dirige la belle écriture et que maintenant on sponsorise Léa et puis Erika. Et le but, en tant que petite PME de 2 ou 3 employés, c'est exactement peut-être pas d'apporter de l'argent, comme j'ai fait à Léa, j'ai apporté des stylos pour qu'elle puisse offrir des stylos à ses partenaires et signer des autographes avec nos stylos. Donc voilà, c'est pas grand-chose, mais c'est déjà pas mal. Et ça coûte quand même de l'argent. Mais en tant que professionnel du marketing, faisant partie du cercle suisse du sponsoring, on table souvent sur la même problématique, c'est que les entreprises ne voient pas quel est le résultat, quelle est la possibilité d'activer leur campagne de sponsoring. Et je dis encore une fois, ce n'est pas le problème du sportif, mais c'est toute une question d'organisation de la société, de l'entreprise. Qu'elle soit une petite société de 2 ou 3 employés, ou de 200 ou de 300 employés, ça se passe toujours au même niveau, c'est de se dire quels sont les objectifs. Aujourd'hui, dans un monde, dans une économie tellement mondialisée, les produits et les services ne font plus la différence parce que c'est saturé partout. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? Ce sont les relations. Les relations et la fidélisation de nos clients. Et pour fidéliser nos clients, c'est peut-être pas pour aller les inviter à des conférences tous les jours, parce que arriver, écouter quelqu'un parler, voir un verre et partir, on ne retient pas les marques, mais par contre en faisant vivre des expériences. Et ce que je recherche en sponsorisant des sportifs individuels, c'est exactement cela, c'est de demain, de dire à 4 ou 5 mes clients ou prospects, venez, on va regarder Léa, et puis je vais m'arranger tant bien que mal pour avoir des invitations pour l'athlétisme ou un autre événement, et puis à la fin, on va boire un verre, il y a la possibilité de faire des photos avec Léa, et ces photos, je vais les mettre sur notre site, je vais les faire passer dans mon réseau, et il y a des clients qui vont adhérer à cette manne d'émotions, et qui vont se sentir liés, et qui vont peut-être venir après et dire est-ce qu'on peut aussi participer et aider Erika ou Léa. Et c'est ça en quoi je crois, c'est ça en quoi les PME doivent se dire aujourd'hui. J'étais consultant pendant pas mal d'années. Quand on intervenait dans les sociétés, comme un pompier, les sociétés disaient il faut qu'on communique. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un mailing. On prend toute notre base de données et on envoie un message à toute notre base de données, alors qu'il n'y en a que 10 qui sont touchés par ce message-là. Et c'était toujours comme ça. Et aujourd'hui, dire communiquer, ça coûte de l'argent, mais souvent, encore une fois, pour faire la différence, il faut faire vivre des expériences à nos clients, à nos prospects, pour qu'ils retiennent notre marque. Et c'est la seule possibilité aujourd'hui qu'il y a de retirer une marque, c'est de se sentir émotionnellement lié. Donc, c'est un geste pour le sportif, c'est un geste pour l'entreprise, c'est un geste pour le pays, parce que quand même, quand elles vont décrocher une médaille ou un bon résultat,
l'entreprise est directement concernée. Et on peut en parler, et ce n'est pas le sportif, ce n'est pas l'argent qui va nous dire non. Donc il y a beaucoup d'avantages à mettre 1000 balles, 2000 balles ou 3000 balles pour passer une soirée avec ses clients, avec Erika ou avec Léa, ben, ça fait du bien. Est-ce que je peux me permettre une question? Si on se place au moment du choix, quels sont les critères alors qui vous ont décidé à choisir de parrainer ou d'aider Léa et Erika alors que vous auriez peut-être pu le faire pour d'autres sportifs? Est-ce que c'est, comme on le parlait tout à l'heure, la performance? Est-ce que c'est un projet de vie, de carrière? Est-ce que c'est la personnalité? Bon, au départ, j'ai moi-même été sportif pendant pas mal d'années, je n'ai jamais eu d'aide. Donc j'ai dû travailler la nuit pour gagner de l'argent, pour aussi payer mes maillots au départ. Et puis après, j'ai connu Erika il y a une année à peu près. Et on a pas mal parlé. Et elle disait, bon, moi dans le marketing, je ne suis pas terrible. Elle est juriste. Puis j'ai dit, regarde, on va commencer peut-être à faire un dossier qui tienne un peu plus la route. On va organiser peut-être des réunions dans mon réseau, je vais te présenter. Et puis, à ce moment-là, j'ai dit, voilà, c'est ce que je peux t'apporter aujourd'hui, parce que je suis une toute petite entreprise, mais un savoir-faire au niveau marketing, et puis on met ces outils-là, et j'ai décidé d'aider Erika à ce niveau-là. En ce qui concerne Léa, c'était aussi un concours de moments partagés avec Laurent, etc. Et puis, un jour, Laurent m'a écrit, écoute, tu pourrais avoir des stylos dans les photos, et puis on va voir que c'est des stylos la belle écriture, parce que Léa est quand même positionnée à un certain niveau. Et j'ai dit, oui, on y va, c'est comme ça, je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dedans. Et aujourd'hui, je suis hyper content, et puis je me sens fier d'apporter des stylos à Léa, et puis d'un coup de main à Erika, quoi. Et puis voilà, ça va très bien. C'est le choix, il est fait comme ça, c'est une relation humaine. Bien sûr que j'attends un retour, puis j'attends d'activer ces campagnes-là. Un de ces jours, on a conclu un contrat qu'on a signé dernièrement avec Léa, et c'est clairement écrit dans ce contrat qu'on a droit à organiser 2 manifestations où Léa doit être présente pour signer des autographes, pour faire des photos avec mes clients et avec mes prospects. Et ça, c'est pas mal. Le retour, ce serait quoi pour vous? C'est une fidélisation de mes clients. C'est que mes clients partent d'une soirée que j'organise, en se disant, ils arrivent à la maison, ils viennent avec les enfants, tout simplement, pour faire des photos, et se disent, Tony Santos, avec l'équipe, ils sont chouettes, on va continuer à faire des affaires, on va commencer à faire des affaires avec eux. Parce qu'ils retiennent la marque. S'il y avait une autre intervention souhaitée. Quels sont les conseils, les règles, les appliques que vous donnez à vos sponsors pour l'utilisation de votre image et vice-versa? Est-ce que vous donnez aussi des conseils, des règles et des interdits pour être sponsorisé par eux? Moi, j'ai aucune. Ça marche. Bon. Les règles, voilà, c'est tout qui se décide dans un contrat écrit entre l'entreprise et puis moi en tant qu'athlète. Mais moi, en tant qu'athlète, j'ai aucune notion là-dedans. Donc, voilà, c'est aussi pour ça que j'ai délégué. Vous êtes juriste, n'est-ce pas? Non, c'est pas moi qui suis juriste. Donc, moi, je délègue en fait. Donc, moi, je peux pas répondre à la question. Mais J'ai exigé que ce soit écrit dans les contrats que toute question touchant le dopage, c'est la rupture du contrat immédiat. Je ne souhaite pas que ma société, la plupart des sponsors aussi, soient liés à des cas comme ça. Pendant le cas d'Erika, elle est juriste, elle est liée au tribunal antidopage. Comme juriste, je dirais it depends. Mais normalement, on regarde les contrats et je pense que ça dépend vraiment les projets, les partenaires ils veulent faire. Mais pour juste les newsletters sur les journaux, c'est pas un problème. Mais s'ils vont faire des autres compagnies, on peut toujours regarder, mais je pense qu'il n'y a pas de règles fixes ni dans les contrats. Dans les contrats, normalement, tu écris, on discute, plus ou moins.
les cas. Et qu'est-ce que vous ne seriez pas prêt à accepter alors dans le cadre de la conclusion d'un contrat? Moi, je ne sais pas. Donnez-moi un exemple. Est-ce qu'il y a déjà une situation qui s'est présentée où vous avez dit non, là, ou par exemple, c'est cette marque, j'ai pas envie, ça ne correspond pas à mes valeurs, et malgré l'argent qui m'est proposé, malgré le partenariat qui m'est proposé, bah, je refuse? Non. Parce que ce n'est pas conforme aux valeurs que Non. vous défendez, par Jusqu'à exemple. maintenant, non. Ou par exemple, de trop grandes sollicitations, du style l'entreprise qui vous demande, je ne sais pas, 10 journées par année de représentation et autres, et vous dites non, ça je ne peux pas donner. Léa, par exemple, il y a des limites en fait, ou du côté de l'athlète? Bah oui, il y a des limites. Ben, c'est toujours dans le contrat, ce sera toujours stipulé que je serai à disposition de l'entreprise pour X journées, mais il faut que ça coordonne avec mon calendrier sportif. Donc la priorité sera toujours mise sur le sport. Après, s'il me demande de venir faire une séance le 4 juillet 2013, bah, je vais lui dire non parce que je cours à Atletissima. Ça va être compliqué, oui. Donc voilà, c'est une entente qui doit être faite entre l'entreprise et puis le sportif, puis bien lui faire comprendre que le sport est placé en priorité et puis qu'il y a assez de dates dans l'année pour trouver une entente généralement. Sergueï, si on se place dans une idée de stratégie win-win, qu'est-ce que l'athlète est capable d'apporter dans le cadre de ce partenariat? Bon, je crois que... Outre ce que tu disais tout à l'heure, hein, sur sa gestion du stress et... Non, mais je crois que comme ça a été dit par monsieur de la belle écriture, il faut chercher du relationnel, il faut chercher qu'on ait un lien avec l'entreprise. C'est ça qui est surtout très important. Et que le partenaire soit satisfait. Alors, bien entendu, des fois, il suffit, moi je me souviens à l'époque avec les partenaires que j'avais, il suffisait des fois juste d'envoyer une carte postale pour les remercier ou souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année. Des fois, c'était juste suffisant. Il fallait juste un geste, il fallait une attention pour pouvoir montrer qu'on était respectueux et reconnaissant vis-à-vis de cette collaboration. Maintenant, je pense qu'effectivement, il y a une image que l'on peut véhiculer avec des partenaires que moi j'avais qui étaient locaux, donc c'était quelque chose de local, voire un ou deux qui étaient à un niveau national, mais ça reste quand même minime. Il faut dire ce qu'il y a, peut-être que ça ne va pas plaire forcément à certaines personnes qui sont assises ici devant avec moi, mais au jour d'aujourd'hui, si vous ne pratiquez pas un sport très médiatisé, maintenant Léa a de la chance de faire de l'athlétisme, effectivement, si elle fait une médaille aux Jeux Olympiques, elle va atteindre des sommets qui ne seront pas du tout les mêmes que moi j'ai vécu par exemple avec le judo. Ça, on est absolument d'accord avec ça. Mais ça reste quand même une très petite minorité. Il faut être conscient que la majorité des sportifs, au jour d'aujourd'hui, c'est plus des contrats de mécénat que de sponsoring. Et que je pense que ça fonctionne énormément sur un relationnel et un échange. Justement, je veux dire, le soutien financier notamment, elle en aura plutôt besoin avant sa médaille, ce qu'on lui souhaite. Comment faire alors, hein? Mais je crois qu'en ce qui concerne Léa, elle est bien entourée. Elle a une agence qui s'occupe de chercher les fonds. Moi, quand j'étais athlète, j'avais également un agent qui me cherchait les fonds. Et je crois qu'il y a un point qui est primordial sur lequel il faudrait peut-être insister, c'est qu'elle parle de confiance. Elle parle de confiance vis-à-vis de l'équipe qui lui cherche les fonds. Et je crois que ça, c'est extrêmement important parce que son but à elle, son travail à elle, c'est de focaliser à courir son 200 mètres en 23 secondes. 22 secondes, voilà. Et c'est ça l'essentiel. Et tout le reste n'est pas de son ressort et c'est pas ce qu'on lui demande. Donc c'est vrai que là, elle doit énormément faire confiance à ces gens-là. C'est quelque chose qui se travaille peut-être sur des années. Moi, j'ai eu un agent, j'avais même pas de contrat avec lui, on s'est serré la main. On a travaillé comme ça pendant 15 ans et c'est grâce à ça que ça a fonctionné. Et c'est vrai qu'en 15 années, il m'a peut-être trouvé, ça fait combien? Ouais, 750 000 francs en 15 ans. Mais j'avais aussi une confiance totale en lui. Maintenant, c'est une question de personnalité. À la fin, la décision m'appartenait. C'est-à-dire que tout contrat que je devais signer, je voulais savoir exactement de quoi il s'agissait et c'est moi qui choisissais. Maintenant, c'est un choix aussi de personnalité par rapport à l'athlète. Erika, elle a peut-être un statut qui est différent de par la discipline sportive qu'elle pratique. Peut-être aussi déjà parce que c'est un sport d'hiver et pas un sport d'été. Donc, automatiquement, on cible déjà beaucoup moins de gens. Et maintenant, effectivement, le squeletton, c'est peut-être un petit peu le sport pauvre dans la fédération dans laquelle il se trouve,
qui fait que la situation est beaucoup plus difficile. Mais Est-ce que vous avez participé à des events avec des PME locales bien sûr. régionales? Est-ce que vous pensez que vous avez apporté quelque chose à ces personnes, aux invités pendant ces events? Est-ce qu'ils étaient fiers d'être avec vous, de signer des autographes, de faire des photos avec vous? Je crois que les gens, et c'est là où il me semble qu'on parle un petit peu de la même chose, ces gens étaient contents d'avoir pu partager un moment la vie d'un sportif d'élite. Parce que ces gens, ils vivent souvent uniquement au travers des médias ce qu'un sportif d'élite y vit. Ils pensent qu'un sportif d'élite, la plupart du temps, est une machine à gagner, parce que c'est ce qu'on voit de l'extérieur. Un sportif d'élite reste quand même un être humain, avec des forces, des faiblesses, et une personnalité. Et ces gens-là, ils ont peut-être eu un moment, un cliché de vous, à un moment très précis, et ils se font une image de vous, ils se construisent des idées par rapport à vous. Et pour eux, il est important de pouvoir avoir un moment l'opportunité d'échanger avec cette personne. Donc oui, ils sont très contents. C'est un échange, c'est une soirée agréable avec laquelle ils peuvent passer. Ça, c'est sûr. Je peux juste Allez-y, ajouter allez-y. quelque chose. Je pense qu'il y a quelque chose de très important de laquelle on n'a pas encore parlé ce soir. C'est que le budget et les résultats vont avec le budget souvent. Dans le cas d'Erika, on a parlé souvent de cela. Elle a besoin de gagner combien de millièmes pour être dans le top 10, dans le top 15? Ça dépend de la série de compétition, mais c'est certainement 2 secondes, 2 secondes et demie. C'est beaucoup. Et où est-ce que tu gagnes ces 2 secondes? Où? Oui. Quelle est la principale partie de ta course qui te fait, peut-être, si tu es bien entraîné, bien coaché, gagner ces 2 secondes? Ouais, chez nous, en fait, les skeletons, on a 2 parties. On a une partie, c'est le départ. C'est comme un sprint avec les sleds. Et là, je peux gagner encore beaucoup. Ça dépend aussi du coaching. Voilà, on aimerait arriver. C'est que pour avoir un coach, il faut le payer. Et pour Oui, gagner ces exactement. secondes, il faut avoir un coach. Voilà ce dont, à ce que je voulais arriver, c'est que les 2000, les 3000 francs, les 4000 francs, les 5000 francs que chaque entreprise, que chaque PME peut donner, à la fin, ça peut payer un coach qui va coacher Erika à bien pousser au départ et peut-être gagner 3, 4, 5 places. Et ça, c'est très intéressant aussi pour une entreprise parce que ce n'est pas toujours le cas, il est clair, mais si nous appuyons, nous soutenons un sportif qui commence à progresser dans la médiatisation de ce sportif, s'il y a une liaison avec une entreprise, ben cette entreprise va progresser avec au niveau de l'image. C'est très important de retenir cela pour ceux qui ont encore le doute de comment sponsoriser, pourquoi sponsoriser des sportifs individuels. C'est qu'on peut progresser, qu'on peut faire plein de documents qu'on peut avoir sur ces plaquettes, sur ces sites internet et dire voilà, l'entreprise a progressé avec le sportif a progressé avec l'entreprise. Je retiens aussi alors que les résultats ont quand même une influence sur la qualité du partenariat que vous établissez, forcément. Votre intervention. Oui, moi ce qui me manque un petit peu dans cette discussion, c'est les valeurs. On a parlé beaucoup d'argent, on a parlé de coach, etc. Et puis, bon, moi je pense que si je commence à sponsoriser ou faire du mécénat, je rejoins très bien M. Ashmandel, c'est parce que j'ai des valeurs et j'en vais m'investir pour quelqu'un du cru et en espérant qu'il fasse du résultat. Mais je pense que ce soit pour l'athlète, mais comme pour mon entreprise, je ne vais pas non plus me mettre trop de pression à me dire je vais vendre, alors moi je commercialise du propane en Suisse, c'est pas parce que peut-être que Léa Conger va faire 22 quelque chose sur le 200 mètres, je vais vendre beaucoup plus de bouteilles de propane en Suisse. Et je pense qu'il ne faut pas se mettre cette pression-là, et au contraire, il faut communiquer sur les valeurs propres de son entreprise ou de soi-même en tant que directeur, éventuellement faire des échanges, et là peut-être je te rejoins Tony, avec la clientèle, les prospects, et faire peut-être des soirées ou des événements qui permettent aux gens de connaître les valeurs, mais également l'athlète, et qui permettent aussi aux gens qui nous entourent, qui sont peut-être aussi des décideurs, de s'investir également pour des gens qui soient vaudois, ou suisses, ou ailleurs. Mais ça, je pense que pour moi, c'est une question de valeur. C'est une question relationnelle, mais c'est une question de valeur, c'est ce que ça représente.
Et peut-être à vous, les spécialistes, de nous donner des plateformes pour faire rêver nos prospects et nos clients pour avoir ce lien avec des sportifs qui peuvent gagner une fois et perdre une autre fois. Alors, à travers de quel biais vous, entre guillemets, vous identifiez les valeurs véhiculées par un athlète ou un autre, ou une athlète ou une autre? Saint-Jonathan l'a très bien dit, je pense que c'est ce côté de gagnant, de vouloir, enfin c'est à mon avis déjà le don de soi, parce que je pense qu'il faut beaucoup travailler, il faut s'investir, mais il faut aussi pas oublier son entourage, également pour la partie sponsoring, mais je pense sa famille, et je pense que c'est un travail d'équipe pour réussir. On parle de coach, on parle d'argent, etc. Mais je pense que c'est le travail. Et je pense que c'est des choses que pour nous, les entrepreneurs ou dans le monde de l'entreprise, le travail d'équipe, ça permet de fédérer et ça permet de gagner ensemble. Même si parfois c'est un qui va faire un résultat meilleur que l'autre, mais qui va faire en sorte que l'entreprise puisse continuer. À ce stade-là, est-ce que l'image en fait, que dégage l'athlète, peu importe son parcours, ou en tout cas l'état dans lequel il se situe dans son parcours sportif, joue un rôle? Ça peut être son sport, ça peut être l'image qu'il dégage, ça peut être son physique tout simplement. On sait que dans un monde d'image, est-ce que là vous dites... Justement d'avoir une sportive devant 80 000 personnes en Russie, et puis peut-être qu'on est dans le matin, il y aura cette fierté-là, et bien sûr en interne, les gens vont se dire ah ben c'est super, il y a le logo de sa propre entreprise, mais encore une fois, ça ne va pas faire vendre plus de produits, à moins qu'on vende peut-être des produits un petit peu que tout le monde peut acheter. Mais sinon, je pense qu'il y a cette fierté-là, et là on peut le communiquer en interne, voire en externe, et dire bah voilà, elle était bien à Moscou, elle a gagné, ou elle a pu faire la finale, etc. Je pense que c'est créer une histoire autour des gens là. Mais encore une fois, moi j'aime pas trop, je pense qu'il faut chiffrer quand on fait une campagne, quand on investit de l'argent, il ne faut pas en faire une maladie. Je suis un petit peu d'accord et puis un petit peu pas d'accord avec toi. Je vous donne un exemple. Ce soir, on aurait dû peut-être avoir une autre personnalité que j'avais envie d'inviter, qui, pour parler de valeur et pour parler d'image, l'aspect physique de l'athlète, des fois, on sait qu'il y a beaucoup d'athlètes qui font des campagnes de shooting de photos pour des produits. Et puis, il y a des sociétés, il y a des dirigeants qui ont des a priori par rapport à certains sports, comme ça peut être le cas du skeleton. Quand Eric et moi, on a parlé un petit peu de cette soirée, il y avait une fille de Fribourg qui est bodybuildeuse, que je connais, qui m'a parlé, qui aimerait beaucoup être présente aujourd'hui, même fait partie de la table ronde. Et puis, en parlant avec d'autres personnes au sujet de cette athlète-là, on m'a dit, oh, bodybuildeuse, mais ça va bien. Ben, il ne faut pas oublier qu'une des plus grandes marques de cosmétiques a signé un contrat de 3 ans avec une des principales bodybuildeuses au monde, et qu'aujourd'hui fait gagner beaucoup d'argent à cette entreprise et qui a augmenté énormément le chiffre d'affaires. Voilà les a priori où ils y sont. Il faut savoir ce qu'on veut faire au niveau de la communication, savoir sortir le mieux qu'on peut sortir d'un partenariat avec un athlète individuel. Il y a beaucoup de choses à faire. Plusieurs mains se lèvent, mais vous aurez l'occasion d'intervenir. Gardez vos questions. De ce que je comprends, nous avons des experts du sponsoring ici à la salle. On peut poser la question. Une PME qui a passé toute sa vie à essayer de parler de son produit et de ses produits, comment doit-elle se préparer à accueillir justement le sponsoring d'un sportif? On ne peut pas se réveiller d'un jour et dire ah oui, voilà un sportif, il y a un discours de rôle dans la société, social responsibility. C'est partie d'une stratégie. Quelle est la préparation intelligente pour une PME avant d'accueillir le sponsoring d'athlètes? Qui veut rebondir là-dessus? Je vous propose une chose. Il y a un cercle suisse de sponsoring qui organise pas mal de conférences à ce sujet-là. Il y a une conférence qui a lieu dans quelques jours, exactement pour traiter de ces cas-là. Mais pour ce qui me touche et pour ce que j'ai appris avec plusieurs sociétés, y compris dans une réunion auquel a participé Laurent et Léa dernièrement chez Hublot, c'est qu'aujourd'hui il faut faire la différence. Et la différence, c'est souvent pas faite par les produits ou par les services que nous vendons.
c'est fait par un ambassadeur, tout simplement. Comment on se prépare, on passe à la Mais- mais je pense qu'il faut... Monsieur, voilà, il y a les valeurs, il y a le besoin de communiquer et de se dire qu'il faut faire la différence par rapport à nos concurrents. Si vous vous levez et vous regardez un petit peu, vous faites un benchmark et vous regardez si vos concurrents sponsorisent un athlète de moyen niveau, même un petit athlète régional au M-Star, ben, c'est une opportunité qui existe. Si on fait un SWOT, c'est ça, les opportunités sont là, il faut les cueillir. Mais te dis comment tu choisis parce que ça te fait rêver. Mais bien sûr, bien sûr. Tu es convaincu. Tu ne penses pas d'abord, ah mais je vais vendre tant de bouteilles de propane pour mon cas. Je veux dire, moi c'est parce que ça me fait rêver au départ et ça représente, j'ai envie de m'investir là-dedans. Ça, je comprends. Parce que comme ça, je veux le vendre. Une société qui se réveille un jour et dit ah voilà mon athlète fantastique. Toute personne qui regarde se dit c'est quoi ce truc? Il y a une préparation, un lancement de muscles, voici mon rôle dans la société, dans le territoire. C'était un peu ça le sens de la Il faut question. apprendre à connaître la Gilles, tu voulais intervenir? Non, mais moi c'était. Voilà. C'est clair que pour une entreprise, je comprends aussi qu'il est très difficile de savoir sur quel sportif, sur quel cheval il faut miser. Et puis c'est pour ça que notre fondation, pour ça, elle est quand même intéressante. C'est-à-dire qu'on a déjà sélectionné certains sportifs. Et puis ça vous permet d'avoir un tremplin. Et puis nous, on discute avec les personnes qui sont intéressées. Et puis on est là, moi c'est mon travail quotidien, c'est de voir les entreprises, discuter avec elles, voir quelle est la façon dont il peut y avoir un intérêt pour soutenir le sport suisse, parce que moi je suis un ancien sportif, donc mon but c'est vraiment que l'argent aille aux sportifs de façon la plus directe possible. On a différents produits pour ça, mais des fois il y a aussi des fois je dois dire mais aider directement le sportif, c'est beaucoup plus simple, vous pouvez faire ça et ça et ça. Il y a ça comme moyen de communication qu'il ne faut pas oublier. Le sponsoring c'est bien, mais il faut toujours faire quelque chose à côté pour qu'on en parle. Donc, disons, moi, c'est vraiment, donc c'est volontiers que vous pouvez prendre contact avec moi et puis où je vous guiderai. Quels arguments est-ce que tu avances dans ces discussions que tu mènes en fait? Mais je crois ce qu'on a parlé aussi avant. Hein, je veux dire, les valeurs que porte le sport sont souvent les valeurs qu'on a envie de voir dans une entreprise. Avant les résultats, avant le palmarès? Mais savoir rebondir sur une défaite, c'est aussi une belle valeur, je crois, qu'on peut, je veux dire, celui qui est un vainqueur, qui est un gagneur, et puis qui va remonter, je crois que c'est quelque chose qui est bien. C'est clair qu'on a besoin de résultats, et puis on va prendre quand même un choix de sportifs qui sont, disons, qui ont déjà eu des résultats au niveau champion du monde junior, donc on peut espérer qu'ils fassent quand même des bons résultats aussi en élite. Normalement, s'ils sont bien encadrés, ils sont bien encadrés par leur fédération d'habitude, parce qu'elles sont affiliées Suisse Olympique, donc ils ont certains critères à suivre pour qu'il y ait un entraîneur national, pour qu'il y ait certains services cadres qui sont là. Et puis je crois que c'est ça qui est important, c'est qu'on vise sur des athlètes qui ont un bon potentiel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît Camillien Béara ici? Je m'excuse, on va juste laisser la parole aux gens qui l'avaient souhaité devant. Vous aviez notamment une question, il y avait madame, monsieur, allez-y. Moi j'ai une question, c'est très bien que le sponsoring, c'est de l'image. Hein. Donc, une société qui va véhiculer son image à elle, son image propre, elle aimerait associer un opinion leader à une image. Et la question que je voudrais poser n'est peut-être pas aux sportifs, parce que les sportifs ils sont tellement accaparés par leur travail dans leur sport, qu'il est très difficile pour eux de devoir, en plus, de devoir s'entraîner à 24 heures sur 24, trouver des fonds. Donc très souvent, c'est des gens, des agents qui s'occupent d'eux. Alors la question que je vais poser aux agents, quelle est votre démarche à vous, agents, pour aller soutenir vos athlètes, parce que vous devez les vendre, ces athlètes. M'excuse, je parlais, hein, je suis petit travailleur, une sorte de produit qui va ensuite aider les entreprises, parce que les entreprises, eux aussi, ils veulent véhiculer leur image. Alors, d'une part, quelle image vous voulez véhiculer au travers de vos sportifs, hein, c'est de leur force. La deuxième question, c'est quel type d'entreprise vous voulez démarcher pour qu'ils puissent associer à votre sportif, véhiculer quelque chose de positif. Quel type de société?
Parce qu'il y a des sociétés, des tout petites PME qui ont très peu de moyens, ils vont difficilement pouvoir sponsoriser un Federer, qui est d'une imbécilité, mais simplement pour faire de l'image. Mais il y a beaucoup de petites entreprises qui seraient intéressées de sponsoriser des sportifs, dans la mesure où on peut leur montrer que l'image qu'ils vont véhiculer vont pouvoir coller à leur société, et cette image va véhiculer un aspect positif. Monsieur a parlé de propane avant, hein, j'aime bien le propane, mais je pense que c'est surtout la dynamique, de la société qu'on véhicule. Et derrière le propane, il y a de l'explosif, il y a quelque chose qui pète. Alors, les sportifs, ils ont quelque chose qui va exploser. Et dans ce sens-là, c'est cette explosivité-là qui fait réveiller vos clients, qui vont faire réveiller les choses, qui vont dire, ah, je vois ça, j'associe le sportif au produit ou à la société. Laurent, peut-être. Ma question est plus précise. Quel groupe de gens vous devez plutôt allez-vous démarcher pour justement pouvoir D'accord. soutenir ce genre de gens? Merci monsieur. Voilà, il y avait au moins 8 questions en une, mais Comme vas-y, j'ai le Laurent. micro, je vais prendre la parole. Je pense que Sébastien répondra la même chose que moi. Ça dépend tout du sportif, d'où il se situe dans sa carrière, dans le niveau qu'il a et dans la notoriété qu'il a. Le meilleur agent du monde pourra pas trouver de l'argent pour un jeune sportif, par exemple un sportif soutenu par l'aide sportive qui débute dans sa carrière junior. Et là, ce sera certainement un membre de la famille, une connaissance qui travaille dans les milieux économiques, qui est proche de l'athlète, qui va pouvoir toucher directement les émotions des gens qui sont susceptibles, dans un cercle restreint du jeune sportif, de le soutenir. Ça ne sert à rien d'avoir un réseau énorme au niveau national ou international si on veut trouver des moyens financiers pour aider un jeune sportif qui débute. Après, quand on parle d'un sportif qui a déjà fait quelques pas dans sa carrière, qui a déjà une certaine notoriété, je pense qu'on a parlé beaucoup de la notion de valeur. C'est clair que le sportif ne doit pas s'occuper de l'opérationnel, de la conclusion des contrats, des conditions, de l'activation du sponsoring. Par contre, le sportif, au départ, il faut quand même qu'il se pose la question qui est-ce que je vais représenter, avec qui est-ce que je veux véhiculer quelle image. Et puis, ça, ce n'est pas l'agent ou quelqu'un qui encadre l'athlète au niveau du sponsoring qui va pouvoir le décider à sa place. Sinon, c'est qu'il y a quand même un problème et quelque chose de malsain qui est installé dans la relation. Donc, c'est important de savoir quelles sont les valeurs du sportif, qu'est-ce qu'il est prêt à véhiculer comme image. On parle du propane, mais c'est typiquement ça. Il n'y a pas n'importe qui sera d'accord, je ne sais pas, quelqu'un qui a des idées très précises sur la question, qui sera d'accord d'associer son image au propane, par exemple. Donc, c'est important d'avoir une discussion claire avec l'athlète dans un premier temps sur ce qu'il va faire, et c'est ça qui va dicter aussi les contacts qu'on va rechercher. J'ai vu qu'il y avait des chocolats avant, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est dans la salle. Voilà, madame. La belle histoire de Ragusa et Laragout, je pense que c'est un exemple. Je ne crois pas que les chocolats Camille Bloch avaient des moyens de sponsoring tellement énormes au moment où ils ont décidé de s'associer à l'image de Laragout. N'empêche que c'était une très bonne idée. Et je pense que pour les prochaines années, ça va être une idée encore meilleure et que le retour sur investissement, s'il n'est pas déjà largement dépassé, en tout cas, ça va porter ses fruits. Et qu'est-ce qui était l'idée au départ? Il faudrait poser la question à ceux qui l'ont approché, Laragout, mais certainement, c'était s'associer à une fille qui dégageait une certaine image, certaines valeurs, et puis qui n'était pas encore très connue, mais qui était un pari. Finalement, au début, le sponsoring ou le mécénat, peu importe comment on veut l'appeler, comme l'a dit monsieur tout à l'heure, c'est pas calculer combien de stylos ou combien de bouteilles de propane supplémentaires est-ce que je vais vendre, mais c'est quelle histoire est-ce que je vais pouvoir construire autour de ce partenariat à l'intérieur de l'entreprise, à l'extérieur de l'entreprise. Et les retours, ils viennent peut-être rapidement, parfois, hein, comme ça a été le cas du relais féminin, par exemple, pour les sociétés qui l'ont soutenu, parce qu'en été 2011, il n'existait pas, et en été 2012, il était 13e aux Jeux Olympiques. Alors bien sûr, ceux qui ont misé là-dessus, à un moment donné, ils ont eu rapidement un retour sur leur investissement. Parfois, ça prend 3 ans, 5 ans, 10 ans. Mais c'est aussi des sponsorings qui au départ coûtent pas cher. Aujourd'hui, Laragout, elle gagne quand même pas mal d'argent avec ses contrats, mais potentiellement par rapport à la notoriété qu'elle a aujourd'hui,
le partenariat que les chocolats Camille Bloch ont conclu avec elle à l'époque, c'est aussi être là au début d'une carrière. C'est souvent, si l'athlète est fair play, après une récompense, de pouvoir l'accompagner aussi pendant sa carrière au moment où il a du succès. Alors avoir une bonne idée et puis pas forcément des moyens illimités pour réussir, hein, c'est aussi là que ça se joue, allez-y. Oui, en tant qu'agent d'un pilote moto, j'aimerais ajouter quelque chose qui n'a pas été mentionné ici. Je pense que M. Amchandlan a raison, c'est que jusqu'à un certain niveau de notoriété, il y a peu de retours. Par contre, quelque chose que je vends vraiment, c'est le réseau. C'est-à-dire le réseau des partenaires qui sont autant de possibilités de développer des affaires entre eux, plus après tout le réseau de supporters. Je pense que Léa a aussi vendu des cartes supporters quand elle débutait, qui sont autant de gens qui soutiennent et autant de possibilités de faire du marketing direct pour un partenaire qui est une PME. Après, pour faire de l'image, c'est sûr qu'on recherche peut-être plus une notoriété d'un Roger Federer, mais ce que je vends à un niveau de notoriété régionale, c'est la différence émotionnelle dont parlait monsieur, et vraiment le réseau. Le partenaire peut se sentir proche de l'athlète dans ce cas-là. Ce qui n'est peut-être pas le cas forcément avec Federer, parce qu'on a beau avoir un contrat avec lui, mais ce n'est pas pour autant qu'on l'a tous les jours sous la main, hein, j'imagine. D'autres questions? Je crois que le temps avance, mais on va s'accorder encore quelques questions. Allez-y. De mon côté, moi je pratique le rallye automobile au niveau suisse. On gère absolument tout à deux, donc avec la copilote, que ce soit le budget, la communication, site web, ce genre de choses-là. Il n'y a pas de structure d'entraînement en Suisse, il n'y a absolument rien. On s'entraîne en fait, on apprend sur le tas. Je pense que ça doit être quelque chose aussi avec la moto. Et tout coûte absolument très cher. Si on prend l'exemple d'un seul rallye, on a souvent besoin de 12 pneus, voire un peu plus, pour contrer un peu tous les temps. Et un pneu coûte à peine 350 francs. De plus, ce sport-là, il est assez mal vu parce qu'on pense toujours que c'est la machine. Et il y a toujours en Suisse surtout, cet esprit de sport pollueur. Alors que si on le compare peut-être au cyclisme ou au foot, il y a tous les moyens qui sont mis en place qui sont encore plus polluants. Pour faire une voiture au propane. La question du coup c'est pour le rallye, et je pense qu'il y a plein d'autres sports qui sont dans ce cas-là en Suisse, l'effort doit être encore double, voire triple. Donc quels sont les conseils pour les sportifs qui pratiquent ces sports qui sont un peu décriés pour se démarquer par rapport à des sports qui sont plus portables? Et là je m'adresse, je pense surtout à Laurent. Il y a encore pire que le rallye automobile. On a été abordé par exemple par un sportif qui fait du MMA, je ne sais pas si vous avez entendu. Donc des combats jusqu'à ce qu'un des deux combattants puisse plus combattre et que ce soit arrêté. Donc ça peut aller très très loin. Je vous laisse imaginer aussi là, quel partenaire veut s'associer à un sportif qui pratique ce sport-là. C'est des créneaux qui sont pas évidents. Et c'est des créneaux de niche souvent. Même si on regarde, alors c'est clair, quand on parle de Sébastien Loeb, qui est, je ne sais pas combien de fois, vous savez mieux que moi, champion du monde de rallye, c'est plus sa voiture qui intéresse ou comment est-ce qu'il va faire les virages du rallye de Monte-Carlo, mais c'est Sébastien Loeb en tant que personne, en tant que personne interviewée par des journalistes comme Steve Roth ou d'autres collègues. Et c'est ça qui intéresse le partenaire, Gillette ou je ne sais qui. Maintenant, quand on n'est pas encore aussi connu que Sébastien Loeb, c'est là que c'est très compliqué parce que la personne n'intéresse finalement pas tellement l'entreprise, sauf d'un point de vue très local. Et on doit se tourner vers des partenaires, je ne sais plus qui c'est qui l'a déjà dit, c'était toi, vers des partenaires qui sont très spécifiques au sport qui est concerné. Donc ça veut dire les marques de pneus, les garages automobiles, les chaînes de revendeurs de voitures, les huiles de moteurs et je ne sais quoi. Et c'est très compliqué jusqu'à ce qu'en tant que sportif, personnellement, on ait la possibilité de faire jouer son image propre. Dans ces sports-là, c'est valable pour la moto aussi. Et comme j'ai dit, il y a d'autres sports pour lesquels c'est encore beaucoup plus compliqué. Parce que, à moins que les urgences des hôpitaux universitaires de Genève veuillent soutenir quelqu'un qui pratique du MMA, ça me paraît compliqué. Ce qu'il y a de marrant dans ce sport-là, c'est que
on voit tout de suite la machine, mais derrière, il y a des valeurs humaines qui sont encore beaucoup plus importantes que justement le cyclisme ou le football, dans le sens où c'est vraiment le succès des hommes qui font qu'on peut gagner avec une machine. Et voilà, enfin, j'ai pas de questions, mais c'est vrai que c'est troublant parce que finalement, ces sports-là, c'est plus l'homme qui travaille pour gagner plutôt que la machine. Peut-être encore plus que là. Je vous donne l'honneur de la dernière question. Après, on prolongera naturellement les discussions dans un deuxième temps, mais allez-y. Par rapport aux sponsors que vous arrivez à trouver, ils sont souvent eux-mêmes anciens sportifs ou sportifs occasionnels? Je ne sais pas, quelqu'un qui pratique du vélo serait plus intéressé à sponsoriser un cycliste, ou dans le cas de M. Schwender, quelqu'un qui a fait du judo, est plus sensible à ça, ou c'est vraiment, les gens recherchent vraiment un retour, investissement direct ou immédiat? Il me semble qu'il y a quand même une notion d'envie ou de plaisir d'aider quelqu'un, un jeune sportif. Moi, j'ai eu l'occasion d'aider un triathlète qui est venu nous trouver une fois, comme ça, complètement par hasard, porte à porte. Il a pris un rendez-vous. Bonjour, je m'appelle X, je fais du triathlon, j'essaie d'aller au championnat du monde. Ça vous a séduit? Venant du triathlète, moi-même, à titre amateur, ça m'a totalement parlé. On a eu quelques moyens limités, ben voilà, on a aidé. Mais une forte notion d'envie. Après, évidemment, on a pu publier un logo sur Internet, communiquer comme ça, mais c'est pas ce qu'on a cherché dans l'immédiat. Ben, je crois que typiquement pour des entreprises qui sont des PME, nous, en tant qu'interface entre le sportif et l'entreprise, c'est la première question qu'on pose aux sportifs, c'est dans ton réseau de connaissances, est-ce qu'il y a des gens qui ont une sensibilité particulière avec ton sport, qui sont des anciens sportifs, qui maintenant sont peut-être des chefs d'entreprise, des décideurs, et puis qui pourraient te soutenir. Ça, c'est clair. Maintenant, imaginez-vous des entreprises au niveau national qui font du sponsoring. Elles ont un chef du sponsoring, un assistant du chef du sponsoring, un département marketing, un département communication avec une stratégie qui est claire sur 4, 6 ou 8 ans. Et là, peu importe s'ils ont pratiqué un sport ou bien pas, ils ont une idée de qu'est-ce qu'ils veulent communiquer à travers quels canaux. Et là, oui, c'est arrivé. Urs Ronner, par exemple, qui était dans une grande banque suisse, il est aussi un ancien athlète. Alors, il y a des hasards et après des sensibilités, bien sûr, qui restent et qui se créent. Mais ça dépend un peu de l'échelle sur laquelle on discute. Je pense que sur l'échelle des PME et des plus petits soutiens, mais aussi importants pour les sportifs, les affinités au sport, ou même que ça peut être, comme dans votre cas, peut-être le prolongement de ce qu'on n'a pas réussi à faire et qu'on pourrait faire à travers quelqu'un qui est en train de pratiquer son sport. C'est quelque chose d'assez favorable pour nouer des contacts. Merci Laurent, je vous propose d'arrêter là. Quand on dépasse le temps, on se fait taper sur les doigts, mais en même temps, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que c'était plutôt intéressant et passionnant. Merci d'être venu. Merci surtout, je crois qu'on peut les applaudir à nos invités d'avoir été présents. On espère naturellement retrouver très bientôt nos athlètes sur les premières marches du podium. C'est tout le mal qu'on leur souhaite. Et puis je vous rends alors la main pour la partie tombola et la conclusion.